Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours consacré en histoire de l'Europe centrale et orientale aux relations avec les pays de l'Est 1947 à 1956. Donc, comme à l'habitude, vous avez reçu bien sûr le plan, la bibliographie, la carte illustrative. On verra donc dans un premier temps les premières fissures dans le camp socialiste. On s'était arrêté, rappelez-vous, à la prise de pouvoir souvent violente par les partis communistes dans le camp de l'Est, tout ce qui avait été désormais un peu abandonné et attribué à Staline, c'est-à-dire l'ensemble des pays d'Europe centrale que désormais on va désigner comme les pays de l'Est, le bloc socialiste, si vous voulez. Nous avions terminé tout cela avec les années 46-47 et ces prises de pouvoir dont on a vu que certaines avaient été parfois assez violentes avec des élections truquées à chaque fois. On avait vu aussi, je vous le rappelle, que la situation de Berlin était problématique, tout simplement parce que la division en zone d'occupation de l'Allemagne faisait que l'Allemagne de l'Est, la future Allemagne de l'Est, la zone d'occupation soviétique, comportait en son centre la ville de Berlin, qui elle-même était divisée en évidemment 4 zones, les zones occidentales, britanniques, États-Unis, France, et puis la zone donc soviétique. Cela faisait donc une enclave occidentale en plein cœur du camp socialiste. On voit bien qu'il allait y avoir un problème, et c'est par là que nous commencerons donc dans cette première partie. Puis nous verrons ensuite, après les premières fissures dans le camp socialiste, c'est-à-dire également dans cette affaire de Berlin, on va le voir ensemble, puis bien sûr la rupture, dont on a déjà parlé abondamment avec la Yougoslavie de Tito, et puis les dernières grandes purges qui vont mener dans les pays de l'Est notamment jusqu'à la mort de Staline en mars 1953. À partir de là, deuxième partie que nous aborderons ensemble, tout va changer. Tout changera puisque à partir du moment où Staline va disparaître, si vous voulez, son successeur Khrouchtchev, dont on parlera tout à l'heure, va entamer un certain nombre de politiques de réforme, dont notamment une réforme majeure qu'on va appeler la déstalinisation, avec le fameux rapport Khrouchtchev, je vous en parlerai tout à l'heure, qui va effectivement faire souffler un vent de libéralisme, il n'y a pas d'autre terme, sur l'ensemble des pays du camp socialiste. En gros, l'armada, si vous voulez, que l'on avait mis en place entre 45 et 48 de dirigeants staliniens, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, etc., va devoir céder la place à des réformateurs, khrouchtcheviens, sous la férule donc de Khrouchtchev et de sa fameuse déstalinisation. Tout cela va entraîner une vague de révoltes. On en verra deux principales, celles qui vont se produire en Pologne, d'abord, autour de Poznan, autour de Varsovie. C'est en Pologne que ça va commencer, cette vague de révolte dans le camp socialiste, révolte anti-stalinienne. Puis, nous ferons une petite pause et ensuite nous passerons donc à la grande affaire de cette première période qu'on examine donc ensemble aujourd'hui, de 47 à 56, qui va être la révolution hongroise. C'est-à-dire que là, effectivement, après la Pologne, après la Tchécoslovaquie un peu aussi, c'est la Hongrie. La Hongrie qui avait été si difficilement, rappelez-vous, conquise par les staliniens, va littéralement, au terme d'une véritable révolution, vouloir faire sécession du camp socialiste. Et on verra justement en quoi cela va aboutir à une confrontation extrêmement brutale, puisque les soviétiques enverront l'armée rouge pour écraser ce début de révolution hongroise. Nous y reviendrons, c'est la grande révolution hongroise de l'automne 1956 qui clôturera notre période. Et nous examinerons ensuite, assez rapidement dans une troisième partie, le cas de la France dans cette période, parce qu'en effet, en France,
dans cette période des années 55-56, nous sommes encore sous la 4e République, mais bientôt les choses vont changer et va pouvoir émerger une politique originale que va développer le général de Gaulle, une politique, d'une certaine forme de non-alignement, c'est-à-dire de politique étrangère autonome de la France, qui va permettre, en effet, peut-être, on le verra dans la séance suivante, notamment dans les années 60, de permettre justement le début d'une détente. Mais ça, ce sera autre chose. Donc quelques ouvrages que je vous ai mis. Stanislas Janson sur la guerre froide, 2002, qui est intéressant. Je vous recommande fortement l'ouvrage de Jean-Louis Dufour, Un siècle de crise internationale, paru chez André Versailles et ensuite aux éditions Complexes, qui est un petit, un petit annuaire en fait des crises internationales et notamment de la plupart de celles dont on traite, qui traitent du camp socialiste ou de la période de l'entre-deux-guerres. Donc cet ouvrage-là est fort intéressant, je vous le recommande vraiment. Et puis je vous ai mis 2 cartes, bien sûr, de la guerre froide, afin de bien voir comment on peut fixer sur le plan géographique, bien sûr, ce qu'est ce fameux camp socialiste. Alors, première partie, si vous voulez, les premières fissures dans le camp socialiste, le cadre général. Alors, la période dont on parle aujourd'hui, si vous voulez, en gros, point de vue chronologie de l'Est, du camp socialiste. Je vous rappelle, je vous ai mis une carte tout à l'heure, vous l'avez vu en début de ce cours, pour bien vous montrer que cette guerre froide est d'abord mondiale. Il y a vraiment 2 camps qui vont s'opposer sur le plan planétaire, l'Est et l'Ouest, et de façon resserrée pour nous, bien sûr. Cela concerne l'Europe de l'Ouest, face évidemment à l'Europe de l'Est et évidemment au bloc soviétique. Alors cette période-là, elle est marquée par la fin de l'immense règne de Staline, 1922, il mourra en mars 53, Staline, et la partie, si je puis dire, de l'après-seconde guerre mondiale, de 45 à 53, évidemment marquée par ces prises de pouvoir violentes dans les pays de l'Est, d'une part, et puis aussi par tout un tas de purges ultime, si je puis dire, de ce régime terrible, stalinien, qui vont violenter particulièrement les pays de l'Est, où ces régimes se sont implantés dans la violence et aussi avec un certain nombre de difficultés. C'est important, on ne peut pas comprendre cela sans, comprendre aussi pourquoi justement est-ce que la déstalinisation a déclenché des réactions aussi violentes. Alors, deuxième partie aussi de cette période, sur le plan soviétique, la chronologie est toujours assez simple, c'est que le successeur de Staline, qui arrivera aux affaires le 14 septembre 53, Staline meurt en mars 53, c'est Nikita Khrouchtchev. Khrouchtchev, on le connaît bien, un personnage rondouillard, chauve, vous verrez sa photo dans les illustrations que je vous ai indiquées dans cette petite présentation, qui lui évidemment va vouloir rétablir la normalité, si je puis dire, de la dictature du prolétariat, et en tout cas dépersonnaliser le pouvoir qu'avait tellement incarné pendant tant de décennies Staline. C'est ce qu'on appellera la déstalinisation, le fameux rapport Khrouchtchev, nous y reviendrons, et qui va donc lui parachever, si vous voulez, cette première grande vague de révolte. Alors, revenons-en maintenant au début de notre période, si vous voulez, de 1947. Les premières fissures, elles arrivent déjà du temps de Staline. Ça, c'est absolument incontestable. Ces premières fissures sont au nombre de 2. Si on peut le dire. La première, ça va être l'exclusion du camp socialiste de la Yougoslavie de Tito, je vais y revenir dans un instant. Puis le deuxième, et on va le voir en détail, c'est cette première grande crise de Berlin, crise internationale, ce premier blocus qui va avoir lieu par les soviétiques, par Staline, pour essayer de liquider l'existence même de Berlin-Ouest. Ça, ce sera la deuxième grande fissure. Et puis ensuite, évidemment, la fin du règne de Staline que j'aborderai. Alors, dans
cette première fissure dans le camp socialiste, elle arrive tout de suite. C'est-à-dire que je vous rappelle que la Yougoslavie, qui n'existait plus, que Hitler avait complètement démembré, transformé, comment dire, en une part d'État totalement mis sous sa suggestion, comme la Serbie, ou d'États fascisés, inféodés, comme la Croatie d'Ante Pavelić, avec ce terrible régime des Oustachis, avec des camps de concentration qui ont même été installés dans cette partie donc de l'ex-Yougoslavie de l'époque, complètement démembrée la Yougoslavie, mais là elle se reconstitue avec les partisans menés par l'énergique résistant Tito. Et Tito donc va unifier la résistance yougoslave et va libérer lui tout seul la Yougoslavie dès 1945. L'armée rouge n'a pas le temps, alors qu'elle est déjà en train de progresser en Roumanie et en Bulgarie, elle n'a pas le temps d'arriver sur le territoire yougoslave, que la Yougoslavie est libérée et que Tito a proclamé évidemment la création d'un État fédéral yougoslave communiste indépendant. Et ce Tito, si Staline, dans un premier temps, ne voit pas nécessairement de problème, il pense qu'il va se soumettre, un peu comme tous les autres dirigeants fantoches qu'il va mettre en place dans les pays de l'Est, Tito va justement commettre un certain nombre de prises de position, si vous voulez, qui vont déplaire à Staline et dont la dernière, d'ailleurs, l'acceptation partielle du plan Marshall, va le condamner à être exclu du camp socialiste. Alors ces positions, c'est que Tito a une vision tout à fait balkanique, on peut le comprendre, de la région, et il va donc d'une part soutenir un certain nombre de revendications, d'une part d'un des petits pays composant la nouvelle Yougoslavie communiste, slovène, la Slovénie, qui aimerait bien récupérer un certain nombre de territoires, notamment du côté de l'Italie pour l'Istrie et de la Carinthie pour l'Autriche. Et ça, Staline, au nom évidemment de la division quasi acceptée à Yalta du monde en deux, rappelez-vous, déjà va trouver que ce sont des prises de position de Tito tout à fait, dangereuses, qui pourraient déstabiliser le nouvel ordre qui vient d'apparaître, de cette division Est-Ouest. Donc déjà, cette façon de se comporter pose un certain nombre de problèmes pour les soviétiques. Le second problème, c'est que tout simplement, Tito a un grand projet dans la région, c'est de créer une grande fédération balkanique. Rien à voir avec la Yougoslavie communiste que nous connaissons pendant la période de la guerre froide, pas du tout. Il s'agirait d'étendre cette Yougoslavie à l'Albanie, qui est un État totalement inféodé. On l'a vu à Staline tout de suite, dès 1944-45, dès qu'Enver Hoxha arrive au pouvoir, il se soumet totalement à Staline et au stalinisme, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis deuxièmement, sur un État sur lequel Staline ne veut pas tergiverser, c'est la Bulgarie. Bulgarie, dès 1944, avec l'installation de Dimitrov, rappelez-vous, un stalinien 100% inféodé à Moscou. Et là, Tito propose à Dimitrov de rejoindre ce projet de grande fédération balkanique, auquel on aurait pu rajouter d'ailleurs la Grèce, si la tentative de révolution communiste en Grèce l'avait emporté. Rappelez-vous, la Grèce était 50-50 à Yalta, et finalement, ce sont les Occidentaux qui vont, triompher, soutenus par les Britanniques, et la Grèce va rester un État pro-occidental. Mais à cette époque-là, rien n'est joué. Et donc, effectivement, enrichi de la Grèce, enrichi de l'Albanie et de la Bulgarie, Tito aimerait bien créer ce super projet d'une immense fédération balkanique, évidemment sous son autorité. En mars 48, ce projet s'effondre partiellement, puisque, évidemment, la révolution en cours en Grèce n'est plus à l'avantage des communistes, et finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Grèce va rester dans le camp occidental. Mais là aussi, on est vraiment dans dans une prise de position vraiment radicalement
autonome, indépendante, et qui ne rassure pas, hein, du tout Staline, d'autant plus que Tito a une vision particulière du communisme. Il est pour une forme d'économie mixte, hein, en fait, en quelque sorte, et cette forme d'économie mixte, évidemment, là, ne plaît pas non plus à Staline, qui a une vision particulièrement monolithique, évidemment, du socialisme, hein, des plans quinquennaux, etc., comme vous l'imaginez. Et puis dernier point qui va faire que la Yougoslavie va être complètement rapidement exclue, Tito également du camp communiste, bah, c'est que en juin 48, eh bien Tito accepte, hein, tout simplement, en partiellement parce que ça peut aider à reconstruire son pays, il va accepter partiellement le plan Marshall, hein, d'aide économique, et ça évidemment ça ne peut absolument pas être accepté par Staline. Donc là, on a une première grande rupture. Il faudra attendre la période de Khrouchtchev quand même pour qu'il y ait un rabibochage, hein, entre l'URSS et la Yougoslavie, ce grand État des Slaves du Sud quand même. Ça n'est pas rien sur le plan géopolitique que d'avoir cet État dans son camp, hein. Mais la Yougoslavie restera en dehors du camp socialiste, d'autant plus que l'évolution de la guerre froide, et là je ne peux pas évidemment vous donner tous les détails puisque nous sommes dans un cours stricto sensu sur l'Europe centrale et les Balkans, mais l'évolution des relations internationales va faire que Tito va devenir progressivement le leader en fait des pays non alignés. Parce qu'il faut bien comprendre que dans la guerre froide, le principe de la guerre froide, qui va durer à peu près 50 ans, dans ce principe de guerre froide, si vous voulez, vous avez le camp occidental et le camp soviétique, hein, soviétique et ses alliés, c'est-à-dire avec bien sûr la Chine, la Corée du Nord, plus tard le Vietnam, etc., hein, ce camp gigantesque socialiste, hein, mais que entre les deux, bien sûr, il y a tout un tas d'États, notamment les fameux États du tiers-monde, qu'on appelle ensuite les États émergents, qui vont créer une troisième force. Hein, c'est ça ce qu'on appelle les pays non alignés, dont les trois chefs de file, sachez-le, seront justement Tito, Nehru quand l'Inde va devenir indépendante, hein, et l'Égypte, hein, l'Égypte du colonel Nasser, un nationaliste qui prendra le pouvoir effectivement en Égypte et qui va damer le pion précisément aux puissances occidentales, notamment avec le contrôle, vous le savez bien, du canal de Nasser, de Suez, hein, ce point de contrôle tout à fait important de l'énergie, puisque c'est par là que le pétrole remonte vers les pays occidentaux. Hein. C'est toujours le cas aujourd'hui pour le canal de Suez. Hein. Bon, ceci mis à partie, c'est important aussi de noter que la bêtise, l'erreur qu'a fait Staline certainement, a renvoyé Tito vers justement la création et l'affermissement de cette fameuse troisième force, donc des États non alignés. Donc vous voyez, dès le début, il y a déjà une belle entaille. On vous dirait c'est les Balkans, c'est toujours particulier, etc. Oui, peut-être, mais la Yougoslavie non alignée, la Yougoslavie dissidente, rejetée par le camp socialiste, ce sera un élément important qui comptera pendant toute la guerre froide. Donc ça, c'est la première fissure, et aux États-Unis, je me permets de vous le rappeler, nous avons toujours une politique violemment anticommuniste dans le début de cette guerre froide, menée par Truman, le successeur de Roosevelt. Roosevelt étant décédé, je vous le rappelle, avant la fin du conflit, en avril 1945. Et Truman, donc, évidemment, a cette politique évidemment hostile, les soviétiques aussi de leur côté avec la doctrine Jdanov. Donc, et surtout les États-Unis ont, ne l'oubliez pas, la suprématie nucléaire à ce moment-là, jusqu'à l'été 1949. C'est important pour ce qui va suivre. Parce que ce qui va suivre, Staline donc termine de plâtrer, blinder le camp socialiste qu'il vient de constituer. Il a quand même récupéré, Staline, bien au-delà des pertes territoriales du traité de Brest-Litovsk, rappelez-vous, du début de l'année 18, qui était ce grand problème de la jeune Union soviétique, d'avoir perdu autant de territoires. Staline a reconquis tous ces territoires, en a même gagné d'autres, et il a remis en marche l'économie soviétique, bien mise à mal évidemment par cette guerre terrible, plus de 20 millions de morts, je vous le rappelle, rien que pour l'Union soviétique, en tout cas c'est le chiffre officiel.
Mais voilà que la situation qui est née à Potsdam, hein, rappelez-vous, Potsdam, la conférence de la victoire, hein, l'été 45, comment dire, ce que l'on a cru définitivement régler le statut de Berlin et de l'Allemagne, hein, les zones d'occupation, il n'y aura plus jamais d'Allemagne, on ne veut plus entendre parler d'État allemand, de renaissance de la puissance allemande, hein. Et donc, ce que Staline, évidemment, là aussi, en regardant sur la carte de son nouvel empire, si on peut dire, voit quand même là un problème, bah, c'est le statut de Berlin. Hein. Je vous disais tout à l'heure en introduction, bah Berlin, oui, Berlin, qui se trouve quand même, là, vous regardez la carte que je vous ai distribuée, hein, en plein cœur du camp socialiste. Ça pose quand même un problème dans, comment dire, pour Staline, dans l'affermissement de son pouvoir. Et ce que vont faire les soviétiques et Staline, bah, c'est de se dire on va tenter un coup de bluff. Évidemment, on se dit c'est risqué, il y a Truman, très anticommuniste, il y a la bombe atomique, bon, peut-être que ça va provoquer une crise internationale majeure, mais tant pis, on tente le coup, et de déclencher un blocus, on se dira les Occidentaux vont quand même pas oser repartir dans des projets de guerre d'une manière aussi violente, comment dire, à peine 3 ans, même pas après le conflit, en pleine reconstruction, et on va donc tenter un blocus. Et la crise, donc c'est ce que l'on va appeler la crise de Berlin. Sachez qu'il y en aura 3 dans l'histoire de la guerre froide, entre 3 vraiment grandes crises de Berlin. La première, bah, c'est ce blocus de Berlin, hein, de 48 à 49. La seconde, en 61, c'est la construction du mur. On verra ça dans la séance prochaine. Hein, et puis la dernière, bah, c'est celle de novembre 89, hein, quand le fameux mur va tomber et que, comment dire, la guerre froide va se terminer en Occident, et que ce sera l'effondrement de l'Union soviétique. Hein. Donc la première de ces crises, bah, elle commence en mars 48. Hein. Et qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un blocus. Hein, c'est un blocus, c'est-à-dire que les soviétiques vont couper les vivres, hein, à Berlin-Ouest afin d'asphyxier, de vouloir, croit-il, asphyxier les Occidentaux, hein, et les faire partir, hein, de Berlin-Ouest pour récupérer tout simplement, on s'en fiche pas mal des accords de Potsdam, hein, signés 3 ans auparavant, hein, que les soviétiques récupèrent le total contrôle de cette ville. Hein. En mars 48, ça commence, et ça commence d'une façon, comme le font souvent d'ailleurs les soviétiques, d'une façon assez subtile, puisqu'ils vont confier l'administration de Berlin-Est, alors qu'il n'y avait plus aucune autorité allemande, hein, aux Allemands de l'Est précisément, hein, les Allemands de l'Est qui n'avaient plus d'État, hein, officiellement. Et donc il y a là une inquiétude quand même de la part des Occidentaux qui se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que Staline n'aurait pas l'intention de se créer un État fantoche à sa botte, une Allemagne de l'Est par exemple, hein, alors que c'est une zone d'occupation, hein, c'est quand même pas du tout la même chose. Et en tout cas, en mars 48, donc, la gestion de la zone donc, de Berlin-Est est confiée aux Allemands de l'Est. Alors les Occidentaux, évidemment, s'inquiètent. Et pour manifester une réplique, hein, littéralement, hein, typique de la guerre froide, vous savez, c'est souvent donnant-donnant dans ce genre de guerre froide, et bien le 23 mai 1948, eh bien les Allemands, donc les Allemands vont voir, les Allemands de l'Ouest, unifier les 3 zones, effectivement, puisque le 23 mai 48, donc, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne décident d'unifier leurs 3 zones d'occupation. Les zones d'occupation existent toujours, les armées occidentales sont toujours présentes, mais ils décident de placer ces 3 zones sous en faisant une zone commune, hein, dans laquelle il y aura une nouvelle monnaie, le Deutschmark, hein, qu'on va rétablir. Alors là aussi, c'est se dire, bah oui, nous les Occidentaux, alors vous les Soviétiques, apparemment, vous avez l'intention de créer une Allemagne de l'Est, ben, si vous créez une Allemagne de l'Est, on créera une Allemagne de l'Ouest. Hein. Voilà où nous en sommes en mai 48. Hein. Et puis,
Dès juin 48, le mois suivant, les soviétiques déclenchent donc un blocus total et commencent à bloquer Berlin-Ouest. Là, on passe à la vitesse supérieure, tant et si bien que le général, le commandant militaire américain de Berlin-Ouest, le général Lucius Clay, déclarera si les soviétiques veulent nous chasser de Berlin-Est, eh bien, il faudra qu'ils le fassent par la guerre. Totalement dans l'ambiance très anticommuniste de l'administration Truman, vous voyez. Hein. Et là, on monte d'un cran, parce que là, il n'y a pas de problème, les Occidentaux disent que, en gros, ils ne partiront jamais de Berlin-Ouest, et que sinon, il y aura une guerre, et donc une guerre nucléaire, probablement, puisque qui possède la suprématie thermonucléaire à cette époque-là, enfin nucléaire en bombe A, en tout cas, à cette époque-là, ce sont les États-Unis. Les soviétiques en sont encore assez loin. Plus d'un an encore avant de l'avoir. Donc, situation qui se tend. Mais c'est pas grave, le plan voulu par Staline est exécuté, et l'URSS va donc bloquer les voies accédant à Berlin-Est par voie de terre, par voie fluviale. Donc il n'y a pas que Berlin une ville très reliée sur le plan des différents fleuves, des canaux, etc. Donc blocage fluvial. On bloque évidemment tous les trains, les services postaux, et on coupe l'électricité. Il va plus y avoir que des groupes électrogènes pour éclairer les Berlinois de l'Ouest. Les centrales électriques sont coupées. Situation de blocus total. Vous me direz, il a oublié quelque chose de Staline. Oui, il n'y a pas de blocus aérien. C'est-à-dire qu'en gros, on va laisser l'aviation, le canal aérien possible. Il n'y aura pas de tir de DCA soviétique, par exemple, contre des avions occidentaux, etc. Pour quelle raison? On peut penser naïvement que c'est pour se dire, voilà, on va leur laisser quand même, les Occidentaux, ça va être la déconfiture, ils vont s'enfuir, et donc on leur laisse évidemment l'aérien pour quitter Berlin. Voilà. Aussi bête que ça, mais justement, c'est pas du tout ce qui va se passer. Parce que Truman ne l'entend absolument pas de cette oreille, vous avez bien compris, on avait un changement de ton entre Roosevelt et Truman, et ce qu'il met en place, et vous avez le petit plan que j'ai mis dans le cours d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il met en place? Il met en place un gigantesque pont aérien, précisément utilisant le canal aérien, qui va ravitailler de tous les coins, de toutes les grandes bases de l'Allemagne de l'Ouest, de toutes les grandes bases occidentales, même en dehors de l'Allemagne, vont converger des avions cargo avec toutes les vivres nécessaires pour justement permettre à l'Allemagne de l'Ouest et à Berlin-Ouest surtout de survivre. On ira jusqu'à 4500 tonnes de fret par jour et jusqu'à 8000 tonnes. Quand même, entre 4500 et jusqu'à 8000 tonnes de fret par jour qui vont être acheminées de l'ouest vers Berlin-Ouest, assiégé par les soviétiques. Et Truman associe cela aussi, en même temps de l'aide humanitaire, d'une menace très claire. Il fait décoller des bombardiers B-9, donc des bombardiers nucléaires, on ne s'y trompe absolument pas. Moi j'en ai vu personnellement dans des musées, sur des bases aériennes aux États-Unis, ces grands bombardiers noirs, absolument sinistres et terrifiants. Je peux vous dire, ça fait un drôle d'effet quand on les voit. Et ces bombardiers B-9 donc, vont décoller de toutes les bases américaines pour s'approcher de bases proches de l'Union soviétique, avec une capacité de frapper avec des bombes atomiques. Et les soviétiques vérifient, et ils ont bien des bombes atomiques à bord de ces bombardiers B-9. On ne s'y trompe pas, Truman menace très clairement l'Union soviétique de frappe nucléaire si Staline ne met pas un terme à ce blocus. Et ça c'est l'été 48. On frôle vraiment une guerre nucléaire, non seulement une troisième guerre mondiale. Vous verrez que dans la guerre froide, il y aura d'autres moments de cela, mais là on frôle 3 ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on frôle déjà la Troisième Guerre mondiale avec un bombardement nucléaire de l'Union soviétique à l'été 1948 seulement. Les soviétiques vont saisir le Conseil de sécurité. Oui, on a notre ONU, là, toute neuve, toute belle, flambant neuve, qu'on vient de constituer, rappelez-vous, à l'été 1945. Ça va être la première grande crise que va traiter l'ONU. Et là, les rouages
que je vous avais expliqué de l'ONU dans la séance précédente se mettent en place, puisque la question, évidemment, est saisie. Le Conseil de sécurité, en septembre 48, est saisi par l'Union soviétique, qui hurle vraiment à une guerre d'agression. Enfin, qui a agressé en premier, c'est quand même eux, en mettant le siège de Berlin-Ouest, mais c'est pas grave. Et les États-Unis utilisent quoi? Devinez-le, je vous le donne en mille. Eh bien, leur droit de veto, c'est-à-dire qu'ils bloquent les résolutions que l'ONU pourrait prendre au nom du fameux droit de veto, le droit de dire non. Ce droit de veto, terrible, parce que c'est un pouvoir vraiment extrêmement important, qui existe toujours aujourd'hui. Je vous ai déjà expliqué, je n'y reviens pas, sur les conséquences de ce fameux droit de veto. Alors les soviétiques vont tenir le plus longtemps qu'ils le pourront, et le 12 mai 1949, eh bien, Staline cède. Il cède, il lui reste encore à peu près 3 ans à vivre à Staline, il cède face évidemment aux pressions des États-Unis, des Occidentaux. Les Occidentaux ont gagné, et la fin de cette première crise de Berlin va avoir quand même de sacrées conséquences que je vais donc vous donner, bien sûr, maintenant. Alors, ces conséquences, quelles sont-elles? Déjà, ça va être la naissance des deux Allemagnes, parce que vous l'avez bien compris, ce qui s'était passé dans la pré-crise de Berlin va s'affermir. On va bien sûr vouloir renforcer ce point de choc que représentent les deux Allemagnes dans le cadre de la guerre froide. Berlin sera vraiment un des points chauds de la guerre froide, vous l'avez bien compris, tout comme entre les deux Corées dans les années 50 qui vont commencer après, ce sera la même chose, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc c'est un peu la même chose à cette époque-là entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et donc ça donnera naissance donc le 23 mai 1949 à la République fédérale d'Allemagne, dont la capitale sera Bonn, qui sera donc une Allemagne toujours occupée. Là, ça change rien. Il y a toujours les zones d'occupation françaises, états-uniennes et britanniques, mais il y aura un État allemand qui va renaître, un État fédéral, qui évidemment aura beaucoup de limitations en matière de politique étrangère et militaire. On appellera ça un nain politique, mais cette république fédérale allemande va naître, dont le principal chancelier pour la période, et retenez ce nom, on en reparlera plus tard, c'est Konrad Adenauer, un grand dissident anti-nazi, qui sera le premier chancelier de l'Allemagne de l'Ouest. Un personnage extrêmement important, Konrad Adenauer, pour ce qui suivra dans la renaissance, en quelque sorte, d'une politique européenne. La capitale sera Bonn, et la date de naissance, c'est le 23 mai 1949. Côté Est, évidemment, on n'est pas sans attendre, et les Soviétiques, donc, donnent naissance, comme ils l'avaient plus ou moins promis d'ailleurs, à la naissance d'une Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est, la RDA, ou la DDR, Deutsche Democratic Republic, République démocratique allemande, qui naît le 7 octobre 1949. Et alors, cette 5, 6, 7, 8, oui, voilà, c'est ça, j'aurais fait un petit compte rapide. Cette République démocratique allemande vivra réellement 40 ans. Elle vivra réellement 40 ans, puisque en octobre 1989, elle aura juste le temps de fêter son 40e anniversaire. C'est important de le noter. Sachant qu'en novembre 89, ce sera fini, ce sera la chute du mur et la fin de l'Allemagne de l'Est. Donc c'est intéressant de voir cette date, c'est un peu une ironie de l'histoire. 7 octobre 1949, donc naissance de l'Allemagne de l'Est, avec évidemment un dirigeant stalinien à sa tête, la personne d'Ulbricht, et qui va donc exister un peu comme une fiction d'ailleurs, puisque cette Allemagne de l'Est sera vraiment, non viable en fait, si vous voulez, sur le plan technique, sur le plan sur le plan même politique, puisque ce sera un petit État, effectivement, regardez sur la carte, et qui n'aura que une existence purement idéologique. Ce qui le rendra extrêmement fragile et sera en fait finalement un maillon faible. Dans le camp socialiste, on aura l'occasion d'y revenir.
Berlin-Est sera la capitale de la RDA, hein, c'est Bonn, une ville du Sud pour la RFA. Hein, pour la RDA, donc ce sera Berlin-Est, tout un symbole, évidemment, vous l'avez bien compris. Et puis, afin de cimenter tout cela, eh bien, il y aura deux alliances militaires, les fameuses alliances militaires qu'on aurait tellement espéré ne pas revoir. Hein, eh bien, l'OTAN, d'abord, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est créée dès 49. Qu'est-ce que c'est que l'OTAN? Ben, sont les États-Unis, hein, en gros, et les alliés, hein, leurs alliés de 1945, hein, pour le monde occidental en tout cas. Hein, donc dans l'OTAN, on va retrouver le Canada, on va retrouver évidemment la Grande-Bretagne, et puis les pays occidentaux, dont la France. L'OTAN qui implique la présence de bases militaires, hein, des États-Unis, bien sûr, sur les territoires des États qui en sont membres, dont la France. Hein. Ça changera à partir de 58 avec De Gaulle, on en parlera la prochaine fois. Mais là, c'est la création donc de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Pour la petite histoire, va naître l'organisation du traité de l'Asie du Sud-Est, l'OTASE, hein, qui elle existera évidemment pour l'aspect guerre froide dans l'hémisphère sud, notamment dans le Pacifique, hein, vous l'avez bien compris. Hein, donc où là on retrouvera évidemment l'Australie, les États-Unis encore une fois, etc. Face évidemment là davantage en opposition à la Corée du Nord et à la Chine populaire. Hein. Je vous rappelle que la Chine devient communiste dès 1949, elle aussi. Hein. Donc on est vraiment en pleine naissance là de nouveaux rapports de force, comme vous l'avez compris. Puis la deuxième alliance militaire occidentale qui naît, bah, c'est évidemment les soviétiques qui vont créer une alliance militaire entre les pays donc de l'Est, hein, les fameux PECO que vous connaissez, et l'Union soviétique, ce sera le pacte de Varsovie, hein, qui lui naît un peu plus tard en 1955. Hein, pacte de Varsovie 1955, OTAN 1949, donc de l'autre côté, et une division de l'Allemagne entre la République fédérale allemande, donc capitale Bonn 23 mai 49, et la RDA, Dutch Democratic Republic, République démocratique allemande communiste, donc née le 7 octobre 49. Ainsi, capitale Berlin-Est. Ainsi, décidément, le camp socialiste, les débuts de la guerre froide sont totalement cimentés. Ce qui vient parachever le tout, c'est le 29 août 1949, hein, bien sûr, les soviétiques ont enfin la bombe atomique. Alors là, ça change évidemment les rapports de force, et on va passer dans ce qu'on va appeler l'équilibre de la terreur, hein, et évidemment son corollaire qui est la course aux armements, c'est-à-dire la course notamment financière, car ça coûte très cher, donc un camp à se dire qu'il pourra neutraliser l'autre, et au fur et à mesure, bien sûr, tout cela va monter en puissance au fur et à mesure de la guerre froide. Nous voilà donc au début des années 50, et au début de ces années 50, eh bien, nous avons bien sûr la fin de la période, la fin de la période stalinienne. Enfin, la période stalinienne qui est vraiment très sombre et très dure, puisque elle va se caractériser cette fin de période stalinienne par le déclenchement de grandes purges à nouveau, et de tout un tas, je l'avais indiqué déjà, de procès qui vont se mettre en place, de procès, comment dire, plus ou moins fantasmés d'ailleurs, de procès politiques qui vont se mettre en place dans l'ensemble des pays du camp socialiste, et y compris en URSS. Alors qu'est-ce que c'est que ces fameux grands procès des années 50? Bah, tout simplement, il s'agit d'affermir le pouvoir stalinien, hein, tout simplement, au sein des tout jeunes partis communistes frères, hein, Parti communiste polonais, Parti communiste hongrois, Parti communiste tchécoslovaque, hein, dont on veut resserrer, et toujours encore et encore resserrer la stalinisation, hein, sauf que à force de déclencher ces procès bidons, hein, où les leaders d'hier vont être accusés d'être à la fois des trotskistes, hein, qui étaient la grande dissidence politique stalinienne, anti-stalinienne des années 30, et désormais d'être des titistes, puisque Tito étant mis au pan du camp communiste, eh bien désormais la plupart de ces leaders
des années 50, dans ces partis communistes des pays frères, vont être accusés d'être des titistes, d'être des complotistes, comment dire, à la solde, évidemment, des puissances étrangères et de la Yougoslavie de Tito. Tous ces procès vont causer beaucoup de tort aux sociétés communistes naissantes de ces États, comment dire, des parties, des pays d'Europe centrale et orientale, des pays de l'Est, hein. Notamment, retenez-le, un des grands procès, le procès de László Rajk, un ministre hongrois qui sera arrêté à tort, qui était très apprécié, et dont le procès bidon sera vu comme étant un grand exemple des abus du système stalinien, qui n'attendra qu'une chose pour s'écrouler, que justement la déstalinisation se mette en place. Côté soviétique, Staline va disparaître sous le fond d'une ultime purge, notamment ce fameux complot des blouses blanches, où des médecins auraient tenté d'assassiner Staline. Il s'agit d'une purge dans le monde hospitalier soviétique de l'époque, sur fond nettement d'antisémitisme d'ailleurs. Ainsi donc, comme je l'indiquais, hein, les pays d'Europe centrale et orientale, hein, donc les pays de l'Est du camp socialiste sont extrêmement fragilisés par ces procès, qui sont, comment dire, évidemment totalement bidons, et la population, les opinions publiques, et même les appareils des partis communistes stalinisés, et tout stalinisés qu'ils soient, prennent conscience que, évidemment, il est peut-être temps de, comment dire, passer à autre chose que ce système qui devient de plus en plus autoritaire et caricatural, même dans la dictature du prolétariat. Il faudra donc attendre le 5 mars 1953 et la mort de Staline, hein, pour que, évidemment, les choses se mettent à changer. Alors d'abord, Staline meurt, je vous l'ai dit, hein, sur le fond d'un ultime complot, ou en tout cas crainte de complot, des fameuses blouses blanches, hein, et puis aussi de cette espèce de purge aussi qu'il avait l'intention de mener dans le monde hospitalier soviétique, hein, comme je vous l'ai indiqué. Et il va d'abord y avoir une période de transition où Khrouchtchev, qui est le plus pressenti comme pouvant être son successeur, va donc éliminer les principaux CI de personnages staliniens qui auraient très bien pu prendre la suite du régime stalinien et continuer le stalinisme quelque part. Les personnages sont Beria, notamment le chef de la police secrète, hein, ou encore Malenkov et d'autres personnages. Khrouchtchev réussit finalement à s'imposer, et il va falloir attendre pour que les changements se mettent en place le mois de février 56, hein, pour que celui-ci réunisse pour la première fois depuis pas mal de temps, hein, depuis que Staline n'avait plus réuni, hein, depuis plusieurs décennies, le congrès du Parti communiste, qui pourtant doit être réuni à date fixe. Et bien là, c'est le 20e congrès, hein, qui est lancé en février 56, hein, du Parti communiste soviétique. C'est vraiment le retour à une vie en tout cas quasi normale, hein, de cette période post-stalinienne qui commence, hein. Et en février 1956, donc à l'inauguration de ce 20e congrès, eh bien Khrouchtchev va donc lancer la déstalinisation en rendant public le fameux rapport, hein, le fameux rapport Khrouchtchev. Ce fameux rapport qui dénonce quoi? Il ne dénonce pas le communisme, bien sûr. Depuis 1917, l'Union soviétique est un pays communiste, ça ne changera pas, en tout cas pas tout de suite. Mais ce qu'il dénonce, bien sûr, c'est le pouvoir personnel et dictatorial, autoritaire, que Staline avait, et personnel, bien sûr, culte de la personnalité, etc., que Staline avait développé au sein même du système soviétique. Et ça, Khrouchtchev n'en veut plus. On revient à une forme de dictature collégiale, si vous voulez, d'autorité collégiale, avec le bureau politique, hein, le fameux Politburo. Donc Khrouchtchev lance la déstalinisation, et puis vis-à-vis de l'extérieur, on a un changement aussi, puisque aux États-Unis, Truman
finalement, donc évidemment n'est pas réélu, et c'est un vieux militaire, un républicain, le général Eisenhower, Dwight Eisenhower, Ike, hein, qui est considéré aux États-Unis comme le grand vainqueur, le généralissime grand vainqueur, hein, de la Seconde Guerre mondiale, Eisenhower, chef de l'état-major, etc. Rappelez-vous, hein, débarquement du 6 juin, etc. Et qui arrive aux affaires en 53. Il fera 2 mandats, Eisenhower, de 53 à 61, hein, dans le camp du parti des Républicains. Et Eisenhower est tout à fait favorable au souhait que lance Khrouchtchev en février 56 d'une coexistence pacifique. Khrouchtchev, donc dès le début, hein, et pour comment dire, une détente, hein, alors que les choses avaient été aussi dramatiques, hein, avec donc du temps de Staline, avec le blocus de Berlin, etc. D'autant plus qu'on est au niveau de l'équilibre de la terreur nucléaire et que, bon, bah, ma foi, en cette année 56, on a un contexte plutôt positif qui pourrait permettre peut-être d'amorcer une détente. Cette détente, elle aura lieu, bien sûr, vous le savez, on en reparlera, mais elle a lieu beaucoup plus tard. Hein, parce que entre-temps, malheureusement, la poursuite du dérèglement du système, en fait, en quelque sorte, va s'accélérer. Et pourquoi elle va s'accélérer? Tout simplement parce que la déstalinisation, si vous voulez, hein, eh bien, va entraîner une vague de révolte dans le camp socialiste, dont le point d'orgue sera non pas une révolte, mais une révolution, hein, qu'on verra après notre pause de tout à l'heure, une véritable révolution, hein, qui va donc concerner la Hongrie. Hein. Mais dans un premier temps, c'est une vague de révolte, effectivement, et un peu partout, dans le camp socialiste, on se dit, ben voilà, la déstalinisation, maintenant c'est officiel, ça a été annoncé depuis Moscou par Khrouchtchev, le nouveau leader, et donc ben, on va, bien sûr, nous aussi, de la Pologne à la Tchécoslovaquie, à la Hongrie, dans tout le camp socialiste, la Bulgarie, la Roumanie, on va vouloir se débarrasser des vieux staliniens et mettre en place des Khrouchtcheviens, c'est-à-dire des personnages qui seront pour une dictature du prolétariat collective, un système beaucoup moins dur que celui de Staline, on ne veut plus voir ses procès bidons, etc., etc., etc. Et donc, de grandes manifestations ont lieu, et c'est en Pologne que ça commence. Alors retenez toujours ça. Chaque fois qu'il y a des vagues d'indépendance dans le camp socialiste, des vagues de révolte dans le camp socialiste, ça part toujours du nord au sud. Hein. Ce sera le cas en 56, ce sera le cas aussi dans une certaine mesure, on le reverra en 68, hein, lors de la vague suivante, hein, avec le point d'orgue cette fois-ci étant en Tchécoslovaquie, et puis ce sera le cas évidemment, vous le savez, déjà en 1980-81, hein, avec comment dire, l'état d'urgence en Pologne, on en reparlera, hein, et puis en 1989, hein, bien sûr, où là, aussi, ça partira de Pologne, hein, cette fois-ci, pour aboutir définitivement à la fin de l'année 89, à la fin du communisme dans le camp socialiste. Alors, la Pologne, ben oui, la Pologne est tout de suite concernée. Il y avait déjà des grèves, hein, qui avaient commencé, notamment dans les régions des mines, hein, très très difficiles, les mines de Silésie, la région de Poznan, etc. Et, dès 1954-55, il y avait eu des grèves, il y avait eu des répressions très très dures. Hein, je vous rappelle que le leader communiste polonais mis en place par Staline, c'était Bayreuth, alors que les Polonais ne voulaient pas de ce personnage, ils voulaient quelqu'un qui avait eu le pouvoir très peu de temps au début de la Pologne communiste, qui s'appelait Gomulka, et qui avait été écarté car trop modéré, et puis pas stalinien surtout, alors que Bayreuth lui avait fait totalement allégeance à Staline, hein, et à son système. Et ces grèves de 54-55 sont très violemment réprimées, des purges staliniennes se déchaînent, des faux procès aussi, on tente de soumettre la Pologne, et Dieu sait que ce soit l'Union soviétique, que ce soit la Russie tsariste, cet antagonisme permanent entre la Pologne, hein, qui a toujours voulu être libre et démocratique, et comment dire, un voisin monolithique russe très autoritaire, si je puis dire, est un problème historique endémique, hein, qui remonte largement à plusieurs siècles, hein, avant le XXe siècle. Vous le savez très bien, il suffit d'ouvrir un livre d'histoire, hein, pour s'en rappeler.
Et donc ces émeutes, ces révoltes aboutissent en juin 56, un véritable paroxysme, hein, que vont être les émeutes de Poznan, ville vraiment emblématique de cette vague de révolte, hein, émeutes de Poznan qui vont faire peur au parti des ouvriers polonais, aux poupes, hein, qui va donc écarter, pour faire baisser la tension, tout simplement, Bayrou. On va le mettre en minorité, hein, au comité central, comme on dit, hein, on disait à l'époque, et faire revenir un personnage beaucoup plus populaire, hein, donc qui est Gomulka, dont vous avez vu photo sur la petite présentation que je vous ai faite. Ces émeutes ont été très très loin, hein. On a arraché les portraits de Staline, les mairies, tous les symboles du pouvoir, de police ont été détruites, on a libéré les prisonniers des prisons, les palais de justice ont été incendiés, évidemment, ceux de la police politique, et il y a eu des combats extrêmement violents, notamment contre les chars qu'avait envoyé Bayreuth, et on est allé jusqu'à au niveau insurrectionnel, vraiment une insurrection, hein, à demander des élections libres sous le contrôle de l'ONU. Donc c'est allé extrêmement loin. Le pauvre ONU, bien sûr, totalement désormais congelé dans la guerre froide, vous l'avez compris depuis l'affaire de Berlin, c'est pas là que l'ONU allait pouvoir faire grand-chose, qu'auraient fait les soviétiques, malgré tout, si ce n'est d'opposer leur droit de veto, vous l'avez bien compris. Mais on a quand même une situation insurrectionnelle, là, hein. On ne s'y trompe absolument pas. Hein. C'est parce que on a pu imposer un leader khrouchtchevien, non sécessionniste, celui-là, hein. C'est pas comme l'histoire de Ümrinoy qui aura lieu plus tard avec la Hongrie, qu'en octobre 56, eh bien, les staliniens sont écartés définitivement du pouvoir et que la Pologne rentre dans la ligne désormais de la déstalinisation de Khrouchtchev. On a eu chaud en Pologne, les choses allaient se gâter nettement un peu plus loin en Hongrie, en passant bien sûr aussi par un certain nombre de réformes et de baisse de la tension aussi pour la Tchécoslovaquie, rappelez-vous, de Gottwald. Hein. Gottwald, qui était lui aussi le stalinien, qui sera écarté un peu dans si je puis dire, la continuité de la vague des émeutes polonaises. C'est donc en Hongrie que les choses vont à présent avoir lieu. Et en Hongrie, ça va se passer d'une toute autre manière, car la Hongrie, à la différence de la Pologne peut-être ou d'autres pays du camp socialiste, rappelez-vous, ça a été celui où ça a été le plus difficile, hein, de faire basculer le pays dans le camp communiste. Ça n'avait pas été évident en Tchécoslovaquie, mais pour d'autres raisons. Par contre, en Hongrie, ça avait été extrêmement difficile. Et c'est là que va se cristalliser tout le drame, hein, si je puis dire, de cette déstalinisation dont nous allons parler dans un instant après une courte pause. À tout de suite.
seconde partie donc sur notre cours d'aujourd'hui. Cette fois-ci, la situation va concerner la Hongrie, où de octobre à novembre 1956 va se dérouler ce que l'on va appeler la révolution hongroise. Et je dis bien révolution, car cette fois-ci, la révolte va aller bien au-delà, même si au début, en effet, le processus va ressembler beaucoup à ce qui va se produire dans d'autres pays de l'Est, c'est-à-dire l'éviction des vieux staliniens pour le remplacement par des réformateurs. Sauf que cette fois-ci, un certain nombre d'événements en fait vont se mettre ensemble, si vous voulez, afin, de provoquer ce cocktail qui va déclencher cette révolution de 1956. Et tout commence encore une fois avec les conséquences, hein, bien sûr. C'est un peu toujours comme comment je veux dire, un peu comme un jeu de domino, hein, en fait, en quelque sorte, puisque d'une part, il y a de grandes manifestations qui se déclenchent dans cette Hongrie de Matyas Rákosi, R-O-K-O-S-I, ce petit personnage chauve dont vous avez vu la photographie aux côtés de Staline dans le petit intermède que je viens de vous passer. Et donc ce personnage qui était au cœur du régime stalinien hongrois, avec notamment, vous avez vu ce monument à la gloire de Staline, qui était situé, pour celles et ceux qui connaissent un peu Budapest, tout près, enfin attenant, disons, à ce qu'on appelle le Városliget, le bois de ville, où se trouve également la place des Héros, au bout de l'avenue Andrássy. Enfin, on est au cœur du Budapest monumental, et là se trouvait ce monument stalinien absolument terrible. Il y en avait d'ailleurs à peu près partout, hein, sur le même modèle. Il y en avait en Pologne, il y en avait en Tchécoslovaquie, à Prague notamment, hein, sur une hauteur. Tous ces monuments ont été, en 1956, détruits, hein, rasés. Et d'ailleurs, vous l'avez vu sur ma petite présentation, il ne restera plus que les bottes, hein, de Staline, ce qui est tout à fait emblématique, hein, bien sûr. Donc, des manifestations néanmoins monstres, hein, réunissant plusieurs millions de personnes, ont lieu à Budapest, elles avaient lieu en Pologne, elles ont eu lieu à Poznan, on l'a vu, elles ont eu lieu à Varsovie, elles ont eu lieu à Prague, elles ont eu lieu également donc à Budapest. Ces manifestations qui venaient donc en soutien, bien sûr, aux manifestations tchèques, tchécoslovaques et polonaises, hein, et aussi, bien sûr, en soutien aux victimes, aux incarcérés et aux victimes des fameux grands procès staliniens qui avaient tellement déstabilisé les sociétés de ces pays. Et tout va partir en fait d'une manifestation énorme, qui va réunir un demi-million de personnes quand même dans Budapest, manifestation qui a lieu le 6 octobre 1956 et qui accompagne les funérailles de László Rajk. Rajk, qui est-ce? C'est un ministre qui a été victime en 1949 des purges staliniennes, hein, parmi les plus sévères, et donc, comme je vous l'ai expliqué, ces purges étaient organisées toujours de la même manière, hein. On arrêtait les personnages que l'on croyait, en tout cas, incriminés, que l'on voulait éliminer tout simplement, avec des faux procès, de fausses preuves, hein, et ces personnages, une fois arrêtés, étaient liquidés, disparaissaient de la société, évidemment d'une façon totalement révoltante, hein, et surtout quand ils étaient particulièrement appréciés. Si ça vous intéresse, il y a un film qui a été réalisé là-dessus dans les années 70 par le réalisateur Costa Gavras, hein, qui fait pas mal de films politiques, Costa Gavras, et ce film s'appelle L'Aveu. Il représente en fait tout le parcours d'un ministre d'un de ces régimes des années 50 déplaisant
désormais à la nouvelle direction stalinienne resserrée et tout simplement arrêté, jugé avec des fausses preuves dans des grands procès publics, et ensuite, bon, lui il réussit à s'en tirer, à s'enfuir, mais la plupart de ses corélégionnaires sont liquidés, pendus ou fusillés. Si vous avez l'occasion de voir ce film, je vous le recommande, L'Aveu, de Costa Gavras. C'est tout à fait remarquable pour présenter un peu ce qu'a été donc ce genre de régime. En tout cas, Laszlo Rajk, ses funérailles vont être le moyen de lancer, si vous voulez, les opérations donc qui vont mener à cette comment dire, à ces grands changements à laquelle la Hongrie en tout cas aspirait. Alors, la même stratégie est mise en place qu'en Pologne. La direction du Parti communiste hongrois écarte le vieux Rákosi, ce vieux stalinien, et le remplace donc par un réformateur, tout simplement. Vous avez vu, notamment, je vous ai mis un ouvrage qu'a publié Imre Nagy, Nagy en français, N-A-G-Y. Donc il a publié donc cet ouvrage sur les réformes du camp socialiste, tout simplement. Il ne s'agissait pas là d'aller jusqu'à une volonté donc de sécession et de révolution. Et ces manifestations, donc, effectivement, ont leur effet, et donc c'est au terme d'une autre grande manifestation, celle du 23 octobre 56, que Rákosi est donc mis en minorité, et que arrive une équipe réformatrice, donc évidemment khrouchtchevienne, donc avec Imre Nagy. Alors je dis Nagy parce que je le prononce à l'hongroise, sachez qu'en hongrois, Nagy, Nagy, ça veut dire grand. Donc c'est Monsieur Grand, si vous voulez, Imre Nagy, pour son nom. Voilà. C'est un petit aparté. Et donc un gouvernement réformateur se met en place avec Imre Nagy à partir du 23 octobre 56. Et tant et si bien que dans un premier temps, nous sommes dans une phase pacifique. L'armée rouge qui était en état d'alerte, parce que bien sûr, dans le camp socialiste, il y a vous avez bien compris, des casernes de l'armée rouge partout. Les soviétiques sont bel et bien là. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a une véritable indépendance des pays communistes. Absolument pas. Et les troupes soviétiques donc rentrent dans leur caserne. Ce gouvernement de transition de réforme, en tout cas, semble très bien aller. Et puis, les choses vont aller en s'emballant, et je vais vous dire pourquoi, notamment à partir du début du mois de novembre 1956. En effet, l'idée, évidemment, va germer donc dans ces politiques réformateurs hongrois, qui est de se dire finalement pourquoi ne pas organiser les choses comme l'ont fait nos voisins autrichiens. Je vous rappelle quand même que Budapest n'est qu'à 2 heures de route de Vienne. Tout cela est quand même dans un espace assez réduit. Et en effet, dans la petite Autriche voisine, qui elle est restée dans le camp occidental, tant mieux pour elle d'ailleurs, parce que les États-Unis, si je puis dire, les troupes américaines sont arrivées avant celles des soviétiques, c'est surtout ça, mais pas tant que cela, car les soviétiques avaient quand même occupé la moitié de la ville de Vienne, ils étaient quand même dans l'Est, les soviétiques de la petite Autriche. Et Vienne, sachez-le, de 1945 à 1955, est restée une ville donc qui, comme Berlin, était divisée en deux, avec une partie occupée par l'armée rouge et le reste donc occidental. Et donc les Autrichiens ont négocié, en fait, les Occidentaux, avec les Soviétiques. Il n'y avait plus Staline, c'était déjà plus facile, pour qu'en échange, tout simplement, d'un statut neutre de l'Autriche, eh bien, en échange de ce statut neutre de l'Autriche, eh bien, l'armée rouge évacuerait l'est du pays, et qui plus est, surtout la partie est de Vienne. Et pourquoi pas alors faire la même chose, se dit l'équipe autour d'Imre Nagy. Alors l'idée évidemment est particulièrement
séduisante, en tout cas sur le papier, puisqu'on aurait alors une Hongrie, regardez la carte, qui deviendrait un État neutre. On aurait ainsi donc l'Autriche et la Hongrie, qui formeraient ainsi un peu comme une barre d'État neutre, et en tout cas dans le cas de la Hongrie, ça couperait littéralement, hein, on le voit très très bien sur la carte, le camp socialiste en deux. Hein. On aurait une Hongrie neutre, alors au nord on aurait la Tchécoslovaquie et la Pologne, en gros, l'Allemagne de l'Est, hein, et puis au sud, eh ben, de cette Hongrie neutre, on aurait une Roumanie donc communiste, toujours, bien sûr, une Bulgarie communiste, hein, et puis une Yougoslavie non alignée, peu contrôlable, hein, et une Albanie isolée, parce que l'Albanie va s'isoler après la fin de Staline. Donc évidemment, couper le camp socialiste en deux, sur le plan géostratégique, c'est totalement impossible, que l'on s'appelle Khrouchtchev ou autre, là on atteint aux fondamentaux même du glacis justement, d'État qui avait coûté quand même ces 20 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale. Il est évidemment hors de question pour les soviétiques de l'accepter. Et là, c'est l'aveuglement, bien sûr, des dirigeants autour de Imre Nagy, puisque entre le 1er et le 4 novembre 56, donc, la Hongrie, elle, va continuer cette stratégie en espérant avoir un soutien des Occidentaux pour cela, en oubliant presque la fameuse règle non-ingérence, hein, dans les affaires d'un camp ou de l'autre. Et c'est la proclamation de la neutralité de la Hongrie, donc évidemment, les Hongrois mangent le morceau, si on peut dire, hein, pour faire comme les Autrichiens. La Hongrie va demander la protection de l'ONU. Tiens, on retrouve un peu ce qu'avaient voulu faire les Polonais, mais qui avait été rattrapé à temps avec le retour de Gomulka. Sauf que là, c'est pas Gomulka qui le demande, mais c'est carrément Imre Nagy. Donc là également, ça pose un énorme problème. C'est cette protection de l'ONU, organiser bien sûr des élections libres, hein, cela va de soi. Et troisième point, alors là c'est le comble absolu, la Hongrie annonce qu'elle quittera le pacte de Varsovie, qu'elle avait pourtant rallié l'année précédente, en 1955. Je vous rappelle que l'année 55 est l'année de la création du pacte de Varsovie. Voilà donc la situation, et là les choses s'affolent. Hein. Les choses s'affolent notamment côté soviétique, où on commence à se réunir et à voir un peu ce qu'il faut faire de toute urgence, sinon on risque bien de perdre une Hongrie qui avait été si difficilement soumise, rappelez-vous, au moment de la stalinisation du pays dans les années 47-48. Alors, cette fois-ci, Khrouchtchev n'a pas d'autre choix, hein, puisqu'il n'y a plus de réformateurs, les réformateurs eux-mêmes devenant des sécessionnistes, devenant eux-mêmes des révolutionnaires. On est dans une situation de rupture totale, hein, c'est la première fois que ça arrive depuis 1945, et la seule solution pour Khrouchtchev, qui sera en cela, ne l'oubliez pas, épaulé, c'est important, par un certain Andropov, qui est un jeune cacique du parti, hein, si je puis dire, qui deviendra plus tard un des leaders de l'Union soviétique finissante, eh bien, va décider d'organiser une opération militaire qui sera entièrement pilotée par donc l'armée rouge, parce que on estime encore en 55 que la cohérence du pacte de Varsovie est trop faible, trop jeune, hein, pour lancer les armées des pays frères pour aller écraser la révolution hongroise, hein, qui qualifie évidemment de fasciste, etc. On n'hésite pas à rappeler le passé du régime de Horthy, du régime nazi, nazifié, des croix fléchées, etc., etc. Ainsi donc, la 8e armée soviétique prend le chemin de Budapest, ainsi que l'aviation. 2000 chars vont être déployés pour écraser évidemment la révolution hongroise. On va donc dès novembre, le début du mois de novembre, hein, dès le 4 novembre, du 4 novembre au 12 novembre 56, les forces de l'armée rouge vont déferler
hein, sur la Hongrie, qui sera rapidement évidemment totalement contrôlée, et sur Budapest, une ville où le peuple va se battre, hein, parce que jusqu'au bout, Imre Nagy va appeler au secours les Occidentaux, hein, leur demandant de les soutenir, d'empêcher que cette opération, comment dire, se déroule. Elle va se dérouler, il y aura énormément de victimes, hein, jusqu'à 3000 morts au moins côté hongrois, hein, dans les rues, des civils, hein, et environ 700 morts côté soldats soviétiques. Des centaines d'exécutions sommaires, le pays évidemment est totalement mis en coupe réglée. Les leaders de la révolution de 56 sont arrêtés, à sa tête Imre Nagy évidemment, qui est immédiatement emmené en Union soviétique, où il sera d'ailleurs jugé et exécuté quelques mois plus tard, hein. Il faudra attendre le début des années 90, hein, pour qu'il soit réhabilité d'une part, et qu'il ait des obsèques nationales dans la Hongrie post-communiste, toute jeune post-communiste. Donc c'est vraiment quelque chose de terrible. Budapest est réduit à l'état dans lequel elle se trouvait en 1945. Hein. N'oubliez pas que Budapest, on s'est battu dans Budapest en 1945, c'est pas comme Vienne, et que Budapest a été très 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 abîmé, détruit. Les ponts sur le Danube étaient détruits, par exemple, en 1945. Hein. Et la répression soviétique brutale de ces quelques jours de 56, de novembre 56, du 4 au 12 novembre, vont ramener la ville à peu près à même état de ruine, hein, qu'elle était donc en 45. C'est vraiment une opération de répression extrêmement sauvage, avec des milliers de morts, hein, et à leur tête, le 16 juin 56, hein, le pauvre Imre Nagy, hein, qui sera donc fusillé sans ménagement. Après un procès bidon, bien évidemment, il y a à Budapest un musée que je vous recommande, qui s'appelle le musée de la terreur, Terror Haza, qui est un musée qui raconte l'histoire de la Hongrie communiste. Et il y a évidemment une salle entière consacrée à la révolution de 56, avec les minutes du procès Imre Nagy filmées, hein, qu'on peut voir, et on voit encore une fois que quand ça arrange, ça ne dérange personne de faire des procès bidons, staliniens ou khrouchtcheviens, ça ne change pas grand-chose. On voit ce pauvre Imre Nagy réciter par cœur son autocritique, ça n'empêchera pas d'être fusillé sans ménagement. Cet terrible drame va déclencher l'exil de 200 000 personnes, dont beaucoup de Hongrois. On va ouvrir exceptionnellement le rideau de fer pour cela, passeront la frontière via l'Autriche, État neutre, hein, ne l'oubliez pas, pour se retrouver en Occident. La France va notamment accueillir énormément de ces réfugiés hongrois. Il y a toute une diaspora hongroise qui est à l'heure actuelle encore en France et qui ont des descendants datent de cette époque. Imre Nagy sera remplacé bien sûr par un khrouchtchevien bien dans la norme, donc un réformateur khrouchtchevien, mais cette fois-ci aux ordres de Moscou, qui ne va pas avoir envie de s'en aller, lui. Il s'appelle János Kadar. Et tenez-vous bien, parce que c'est là qu'on voit quand même à quel point les choses sont monolithiques, toujours dans l'histoire de la guerre froide. János Kadar sera mis en place le 7 novembre 56, alors qu'on n'a pas encore terminé, si je puis dire, de liquider dans les rues les soi-disant fascistes hongrois qui s'étaient révoltés, et jusqu'en 88, Kadar, hein, quand même. Vous vous rendez compte, hein, là on est sur presque 30 ans, plus de 30 ans, 32 ans de pouvoir. Bon, Kadar mènera quelques réformes économiques, notamment celles que feront plus tard les Tchécoslovaques, c'est vrai. On appellera ça d'ailleurs le communisme goulash, hein. Et c'est vrai qu'il y aura une certaine embellie économique dans le camp socialiste, hein. C'est une autre histoire, c'est celle des années 60, on y reviendra. Mais néanmoins, encore une fois, vous le voyez, donc parfois ça arrive de façon dramatique, hein. Eh bien, les dirigeants, donc, anciennement staliniens, sont remplacés par des khrouchtcheviens. Et quand ça va trop loin, ben, on met un autre khrouchtchevien, un peu plus dans la norme, si on peut dire. Ainsi donc, je résume quand même, en Hongrie, donc, eh bien,
ce sera donc János Kadar qui s'installera. En Pologne, donc on a le retour, et pour un certain temps, donc de Gomulka. Hein. En Tchécoslovaquie, c'est la liquidation de Godwald, stalinien, qui donc quittera les affaires. Donc Hongrie, je lui dis Kadar. En Roumanie, ça se passera d'une façon un peu plus soft, si on peut dire, et Georgiu Dei, qui avait été mis en place par les staliniens, cédera la place à un jeune dirigeant qui s'appellera Ceausescu. On aura l'occasion de reparler de ce Ceausescu-là. Hein. En donc Bulgarie, Dimitrov meurt de sa belle mort, et ce sera Todor Žižkov, hein, qui va prendre le contrôle du pays jusqu'à d'ailleurs la fin du communisme dans le pays. Donc voilà à peu près, hein, le premier grand coup de boulet, hein, pour changer les dirigeants, donc suite aux réformes qui venaient de Moscou. Et j'insiste aussi là-dessus, c'est que, vous l'avez vu, dans le cas de la déstalinisation, ce qui a provoqué ce vent de révolte, ce vent de changement, c'est la tête du régime. C'est-à-dire que Staline est parti, mort, et remplacé par Khrouchtchev. La fois suivante où ça va arriver, ce ne sera pas en 68, parce que là, ça viendra de la base du camp socialiste lui-même, avec la Tchécoslovaquie. Hein. On aura l'occasion d'y revenir, notamment autour de Alexandre Dubček, hein, et Alexandre Novotny, ça c'est en 68. Mais en 85, quand Gorbatchev arrivera au pouvoir, donc à Moscou, eh bien c'est le même phénomène qui va se produire. Hein. Exactement le même, c'est-à-dire que les vieux dirigeants khrouchtcheviens, hein, de la bonne époque, hein, et brejneviens, puisque en fait c'est à peu près la même chose, on y reviendra, qui prendra la suite, eh bien seront eux aussi poussés vers la sortie au profit de réformateurs gorbatcheviens, de la perestroïka et de la glasnost. Mais là, bien sûr, comme vous le savez, ça n'aboutira plus à rien, si ce n'est à la fin même du système soviétique complètement usé et vermoulu. Donc c'est intéressant de voir cette période 47-56, car elle comporte, vous l'avez bien vu, tous les prémices de ce qui va un peu se passer par la suite dans le camp socialiste. Alors j'ai intitulé la dernière partie du cours d'aujourd'hui la France durant cette période. Cette période en France, nous sommes à la fin de la 4e République. On est dans un État membre de l'OTAN, avec des bases américaines sur son territoire, un État qui a plutôt un pouvoir politique en matière de politique étrangère relativement faible, mais un État aussi où va se préparer un certain nombre de grands changements que nous verrons par la suite, c'est-à-dire l'année 58 verra la fin de la 4e République, qui disparaît dans le gouffre, si je puis dire, des problèmes de décolonisation de la France, et l'arrivée aux affaires, le retour aux affaires, pourrions-nous dire, d'un homme, le général de Gaulle, qui arrivera au pouvoir en 1958, qui deviendra le premier président de la République, de la 5e République, où justement une forte politique étrangère autonome va se développer, et dont on parlera bien sûr la prochaine fois. Cette politique étrangère autonome va permettre deux choses. D'abord, de relancer le processus à l'ouest, en tout cas, de construction européenne, basé sur la réconciliation franco-allemande, notamment avec le fameux chancelier Konrad Adenauer, d'Allemagne de l'Ouest, dont je vous parlais. Et puis deuxième chose, d'offrir à Khrouchtchev la possibilité, au début des années 60, hein, eh bien, de peut-être enfin faire oublier 56, hein, faire oublier les moments où la déstalinisation s'est passée de façon aussi brutale, et peut-être arriver à ce que la coexistence pacifique qu'il avait voulu mettre en place puisse enfin aboutir à une détente avec les pays occidentaux. C'est toute l'histoire de ce que nous verrons ensemble la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Vous pouvez bien sûr, alors, d'une part, liker en mettant un petit pouce bleu sous cette vidéo. Vous pouvez vous abonner aussi à cette chaîne. Et bien sûr, je reste à votre disposition d'ici là. Portez-vous bien. À bientôt.
Thank